Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire, c'est l'heure d'une transmission du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et j'ai le plaisir de le présenter. Je commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi sera à la Guinée équatoriale pour participer à la 7e édition de la réunion du sommet coordinatif du 2e semestre de l'Union africaine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan salue la première cérémonie de désarmement des combattants kurdes du PKK en Irak. Donald Trump sera au Texas pour observer les dégâts provoqués par des inondations qui ont fait au moins 120 morts. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi sera aujourd'hui à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, pour participer à la 7e édition de la réunion du sommet coordinatif du 2e semestre de l'Union africaine. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi participera à la réunion coordinative auquel participent certains dirigeants africains à la lumière de la présidence de l'Égypte à la région d'Afrique du Nord, ainsi que le comité directif des chefs d'État et des gouvernements de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD. Au cours de sa participation au sommet, le chef de l'État passera en revue le développement de l'action de deux mécanismes visant à renforcer la paix et la sécurité avec les objectifs du développement et de la stabilité en Afrique. Le gouvernorat du Caire a annoncé que la Compagnie des entrepreneurs arabes a annoncé officiellement la mise en œuvre des travaux de la réhabilitation du bâtiment du central de Ramsès, et ce conformément aux directives du Premier ministre Moustapha Madbouli. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du plan de l'État visant à préserver les établissements vitaux et l'infrastructure historique et centrale de manière de renforcer la compétence des services accordés aux citoyens et de lever également la compétence des installations vitales dotées de caractère stratégique. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a publié les listes préliminaires des candidats au Sénat et leurs symboles électoraux. L'ANE a affirmé son engagement total en faveur de la transparence et de l'intégrité à toutes les étapes du processus électoral et sa volonté de garantir l'égalité des chances à tous ceux qui souhaitent se présenter aux élections. Elle a de même exprimé son souci d'assurer l'égalité des chances entre tous ceux qui souhaitent se présenter à l'élection selon le calendrier électoral. La Commission commencera à trancher dans les recours contre les candidats du 14 juillet au 16 du même mois. La liste finale des candidats et la campagne électorale débuteront le 18 de ce mois-ci. La conférence internationale sur l'avenir de l'État palestinien qui devait se tenir en juin à l'ONU à New York est désormais programmée les 28 et 29 juillet. C'est ce qu'a appris vendredi de sources diplomatiques. La conférence sur la question palestinienne et la solution à deux États, israéliens et palestiniens, convoquée par l'Assemblée générale de l'ONU, devait avoir lieu en juin, mais avait été reportée à la dernière minute en 16 ans de la guerre entre Israël et l'Iran. La conférence est co-présidée par la France et l'Arabie saoudite. Le président Emmanuel Macron a appelé jeudi à une reconnaissance commune de l'État de Palestine par la France et le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Keir Starmer plaidant, lui, pour mettre l'accent sur l'obtention d'un cessez-le-feu à Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé vendredi qu'un homme de 23 ans avait été battu à mort par des colons israéliens dans un village de Cisjordanie occupée, déjà théâtre d'affrontements
une semaine auparavant. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué qu'une violente confrontation avait éclaté après que 2 civils israéliens ont été légèrement blessés par des jets de pierre près de Sinjid, au nord de Ramallah. Elle évoque des actes de vandalisme contre des biens palestiniens, des incendies volontaires, des affrontements physiques et des jets de pierre. Au moins de 954 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte à partir de données de l'autorité palestinienne. Le président libanais Joseph Aoun a exclu hier toute normalisation de ses relations avec Israël, tout en se déclarant pour une situation pacifique avec le pays voisin qui occupe encore une partie de son territoire. Il s'agit de la première réaction officielle libanaise au propos du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui avait affirmé qu'Israël était intéressé par une normalisation avec la Syrie et le Liban. Il a ajouté que le Liban restait engagé par l'initiative de paix arabe de 2002 qui propose à Israël la paix avec les pays arabes en échange de son retrait des territoires occupés depuis 1967 et il n'a jamais été appliqué. Le président libanais a appelé Israël à se retirer de 5 points qu'il occupe dans le sud du Liban, affirmant que cette présence entravait le déploiement de l'armée jusqu'à la frontière. Toujours au Liban, où un homme a été tué hier dans une frappe israélienne dans le sud du pays, selon le ministère de la Santé. Malgré le cessez-le-feu qu'il a mis fin en novembre à une guerre de plus d'un an avec le mouvement libanais Hezbollah, Israël continue de mener régulièrement des frappes au Liban. Le ministère a indiqué qu'une frappe de drone menée hier par l'ennemi israélien contre une voiture près d'Al-Noumaïria dans le district de Nabateye et a fait un mort et 5 blessés. L'armée israélienne a de son côté déclaré avoir tué un homme accusé d'avoir participé à la contrebande d'armes vers le Liban et la Cisjordanie occupée. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué vendredi la première cérémonie de désarmement des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, en Irak, étape importante vers une Turquie sans terrorisme. Il a espéré que cette étape importante franchie vers son objectif d'une Turquie sans terrorisme. Le PKK a entamé hier dans le nord de l'Irak un désarmement symbolique censé mettre fin à l'un des plus anciens conflits de la région, mais réclame la libération de son chef historique pour aller plus avant. Passons en Europe où le Kremlin a jugé vendredi que tout déploiement d'une force européenne en Ukraine était inacceptable au lendemain de propos du président français Emmanuel Macron évoquant un potentiel déploiement d'une telle force en cas de cessez-le-feu. La présence d'un contingent étranger près de nos frontières est inacceptable. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, dénonçant le militarisme anti-russe des dirigeants européens. En Russie, 3 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque nocturne de drones ukrainiens, tandis que des bombardements russes en Ukraine ont blessé une quinzaine de personnes et touché une maternité à Kharkiv. Plus de détails dans ce commentaire. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a eu vendredi en Malaisie une rencontre positive avec son homologue chinois, Wang Yi. C'est ce qu'ont indiqué les 2 pays dans une apparente volonté d'aplanir leurs différends. Il s'agissait du premier entretien entre les 2 hommes depuis le retour à la Maison-Blanche en janvier de Donald Trump sur fond de tensions persistantes sur le commerce, Taïwan ou les technologies de pointe.
La rencontre se déroulait en marge des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur, où les droits de douane américains, vus avec inquiétude, étaient au cœur des discussions. Le déficit public des États-Unis s'est encore creusé entre octobre et juin par rapport à la même période d'un an plus tôt, malgré une hausse de revenus issus des droits de douane. C'est ce qu'a révélé des documents publiés hier par le département du Trésor sur les 9 premiers mois de l'année fiscale américaine. Le déficit a progressé de 64 milliards de dollars pour atteindre 1 400 milliards de dollars contre un peu plus de 1 300 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 6% selon les données du Trésor. La hausse des dépenses, en particulier sous l'effet des programmes de santé à destination des retraités et des Américains à faible revenu, explique en partie ce creusement du déficit. Autre élément, la hausse du coût de la dette américaine, le gouvernement ayant versé plus de 920 milliards de dollars d'intérêts, un record.